Donc bonjour, Bonjour, ça va? je m'appelle Agathe Mezzadriguet, je suis professeure de français et je vous propose une vidéo de quelques minutes pour dialoguer avec votre cours de français, mais certainement pas pour le remplacer. Aujourd'hui, la vidéo est consacrée à Rabelais, l'auteur de Gargantua, qui écrit donc cette narration de plus de 50 chapitres consacrée à un géant nommé Gargantua. Il y a deux parcours cette fois-ci pour cette vidéo, le parcours pour les séries générales qui est Rire et Savoir et le parcours pour les séries technologiques qui est La Bonne Éducation et qui ne focalise que sur quelques chapitres. Et donc pour les séries technologiques, ce sont les chapitres 11 à 24 consacrés au parcours La Bonne Éducation. Je vous propose donc d'aborder cette œuvre de François Rabelais en 4 points. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la poétique de Rabelais dans Gargantua. Puis, nous aborderons rapidement la biographie de Rabelais avec les éléments que nous connaissons, mais nous ne savons pas tout. Nous aborderons ensuite les thèmes principaux de Gargantua avec pour chaque thème une citation. Puis, quatrième point, nous reviendrons sur quelques passages célèbres du Gargantua. Donc, si votre professeur de français a choisi Gargantua, c'est qu'il n'a pas pris les caractères de la Bruyère ni la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges et vous avez peut-être un sentiment d'injustice parce qu'il y a 58 chapitres et que c'est écrit dans une langue ancienne. L'édition que j'ai ici est bilingue parce que la langue dans laquelle a été écrite Gargantua est difficile à comprendre aujourd'hui. Oh, je ne comprends pas. Vous avez peut-être même cette sensation qu'avait la Bruyère en lisant les caractères que ce livre est un monstre. C'est ce que dit la Bruyère dans les caractères, c'est-à-dire extrêmement difficile à comprendre. Je crois que la seule solution pour aborder Gargantua, c'est de faire un voyage dans le temps et de comprendre qu'il y a en effet une culture qui nous est à présent moins connue, c'est-à-dire une culture qui est proche de la farce, qui est proche de la sottise, c'est-à-dire ces genres drôles qui faisaient rire, mais d'un humour qui n'est peut-être pas encore toujours partagé par nous-mêmes. Pour le comprendre également, je crois que le concept qui pourrait aider, c'est de le voir comme une énigme réjouissante, c'est-à-dire un texte à creuser qu'il faut toujours essayer d'interroger comme s'il avait un double fond, voire un triple fond, et c'est d'ailleurs l'image qu'emploie François Rabelais lui-même dans le prologue, puisqu'il dit que tout cela fonctionne un peu comme un oignon qui aurait plein de petites pelures, et qu'il s'agirait donc de défaire. Mais finalement, quand est-ce que ça s'arrête? Eh bien, on n'est pas bien certain. C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'à la quintessence, quinte qui veut dire cinquième essence du sens, c'est-à-dire arriver au plus profond, mais peut-être qu'on ne peut pas savoir quand s'arrêter. Et c'est peut-être la difficulté, mais aussi le caractère très réjouissant, donc une énigme joyeuse que ce Gargantua de Rabelais. D'ailleurs, retenez bien pour les séries générales qui ont en entier le Gargantua, que le 58e chapitre, c'est l'énigme en prophétie. Donc, Rabelais décide de terminer par une énigme. Et d'ailleurs, il le dit, il s'adresse sans cesse à l'intelligence de son lecteur, à la sagacité du lecteur. Il le dit dans son prologue, il faut à la fois rire, parce que rire est le propre de l'homme, dit-il dès le départ, et en même temps, il ne faut pas trop s'attacher au sens littéral, mais l'éclaircir tout de même. C'est tout l'enjeu, c'est de faire confiance au lecteur et de lui donner une forme de liberté par rapport au texte. Alors pourquoi encore cette énigme est réjouissante, mais aussi peut-être peut vous paraître difficile? Eh bien Gargantua est gargantuesque, il est même pantagruélique, comme un énorme festin où il y aurait à boire et à manger de tout type d'aliments, même des aliments que vous ne sauriez peut-être pas nommer. Ah, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Il y a dans cette narration des aventures d'un géant un peu de tout, de la guerre, de la satire, de l'utopie, de l'humour, des jeux de mots scatologiques qui ne vous font prononcer des mots que vous n'auriez jamais pensé écrire dans une copie, mais également de la satire religieuse et des questions d'éducation humaniste. Donc dans le Gargantua, vous allez trouver un nombre de thèmes incroyables avec lesquels il sera question de rire, mais aussi de savoir, comme le dit le parcours des séries générales. Donc comme un grand festin où il y a à boire et à manger, où on ne sait pas trop où donner de la tête parce que c'est pantagruélique, c'est gargantuesque, et en même temps, cela vous donne la liberté de parfois rire franchement à l'épisode du torche-cul, ou à l'épisode de la naissance par l'oreille de Gargamel, ou au contraire, de vous interroger sur cette utopie de l'abbaye de Thélème. Est-ce qu'elle est vraiment sérieuse? Est-ce que vraiment il faut croire Rabelais lorsqu'il dit que c'est un monde idéal? Non, je ne crois pas, non. Pas envie.
ou est-ce qu'il faudra aller voir encore plus loin que le sens de ce texte? Donc vous allez pouvoir exercer votre liberté d'interprétation, rire et même écrire des mots dans vos copies parce que ce sont ceux de Rabelais que vous n'auriez jamais écrits, par exemple le fameux torche-cul. L'énigme est donc réjouissante pour le lecteur parce qu'il s'agit, comme Rabelais qui était médecin et qui disséquait des corps, il a appris ça à l'université de Montpellier, il s'agit de disséquer le texte, d'essayer de voir ce qui se cache sous la peau du texte, sous l'épiderme. Et ce mouvement-là, comme le dit Rabelais dans Pantagruel, en fait il est infini parce que notre corps à nous-mêmes est comme un petit monde, c'est un microcosme. Donc ce mouvement d'interprétation ne s'arrête jamais vraiment. Sous la peau du texte, sous l'épiderme, il y a un nombre infini de sens. D'ailleurs, Rabelais s'en amuse. Il souvent s'amuse à tromper son lecteur, on peut dire à le mystifier. Et là, je vous apprends un mot que sans doute vous ne connaissez pas. Mystifier quelqu'un, c'est le tromper, ça n'est pas en faire un mythe. Ça, c'est mythifier. Souvent, on dit de Rabelais qu'il mystifie son lecteur, c'est-à-dire qu'il l'amène parfois vers des formes d'erreur. Pensez à l'erreur en anglais, mistake. Donc, il mystifie son lecteur pour justement jouer avec son intelligence et l'inviter à voir au-delà des apparences. C'est bien évidemment l'image qu'il emploie dans le prologue du Silène, c'est-à-dire ce drôle de personnage qui a donné des boîtes à double fond, voire à triple fond, et comme je vous le disais, peut-être à quadruple fond. L'interprétation est sans cesse ravivée si on s'attache à dépasser la difficulté de la longueur et du texte et de l'ancienne langue. Donc en résumé, si on s'intéresse au dernier ouvrage terminé de Rabelais, le quart-livre, avec l'épisode des moutons de Panurge, c'est-à-dire de cet ami de Gargantua, Panurge, qui jette un mouton du haut d'une falaise et tous les moutons vont suivre, d'où l'expression les moutons de Panurge. Il s'agit ici d'aiguiser notre sens critique, d'essayer de comprendre ce qu'il y a sous le texte et de ne justement pas se laisser entraîner par le texte, tel un mouton de Panurge. Alors le deuxième point, c'est un retour sur la biographie de François Rabelais avec ce que l'on sait de sa biographie, on ne sait pas tout, mais aussi de l'époque à laquelle il écrit. Donc tout d'abord, on n'est pas certain de sa date de naissance, il est né en 1483 ou en 1494, mais on sait qu'il est né près de Chinon, en France. Enfin, ça n'est pas encore la France telle que nous la connaissons, et c'est précisément là que se situe l'essentiel de l'action de Gargantua. Ce qu'il faut bien évidemment convoquer, c'est l'époque à laquelle appartient Rabelais, le XVIe siècle, qu'on appelle également la Renaissance en France. Et votre professeur vous l'a sans doute dit, souvent on parle des humanistes, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y a un grand espoir en l'homme, parce qu'on se met à étudier l'homme plus scientifiquement qu'auparavant. Vous avez peut-être en tête L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui est pris dans ses proportions. Vous avez peut-être en tête les tableaux d'Archimboldo, avec notamment le bibliothécaire, cet homme qui n'est fait que de livres, ou encore des discours très enthousiastes de Guillaume Budet, ce grand helléniste qui dit qu'il veut faire bombance de lecture, c'est-à-dire dévorer les livres exactement, comme un ogre ou comme un géant tel Gargantua pourrait dévorer le savoir. Donc c'est une grande période d'optimisme. On vous a sans doute dit que c'est dû à différentes choses. Il y a de nouveaux continents que l'on découvre, même s'ils étaient habités. Bien évidemment, du côté de l'Amérique avec Christophe Colomb ou du côté des Indes avec Vasco de Gama. Il y a évidemment les grandes découvertes, par exemple l'imprimerie avec Gutenberg ou encore la médecine avec Ambroise Paré. Donc c'est un siècle, une période de grands espoirs dans un renouveau de l'humanité. Et c'est juste avant l'écriture et la publication de Gargantua qu'il y a un collège qui s'appelle aujourd'hui le Collège de France, qui est créé par François Ier et au cours de l'inauguration duquel Barthélemy Latomus propose un discours extrêmement joyeux, avec beaucoup d'espoir pour ces temps nouveaux où l'homme sera meilleur et sans doute la concorde de l'humanité, c'est-à-dire la paix, plus de guerre, simplement du savoir et un appétit de connaissance. Donc François Rabelais écrit dans cette période-là, où on a d'un côté de grands espoirs en l'homme, c'est l'humanisme, avec des grandes figures comme Montaigne. Un peu plus tard, après Rabelais, il y aura Du Bellay. Il y a également Jean de Léry, un peu plus tard, avec ses voyages. Et en même temps, c'est aussi une période trouble, car commence à l'époque de Gargantua une période de guerre. Juste avant l'écriture de Gargantua, c'est le moment où François Ier est fait prisonnier par Charles Quint, avec une défaite. Mais il y aura également tout bientôt l'affaire des placards, c'est-à-dire cette fameuse affaire où la réforme protestante placarde des affiches contre la messe catholique jusqu'à la chambre du roi. Cette ambiguïté entre espoir dans le savoir mais également menace de la guerre, elle fonde
votre ouvrage Gargantua, puisque vous avez l'éducation humaniste de Gargantua, mais également la menace de la guerre de Picrochole. Les deux autres points de la biographie de François Rabelais qu'il faut mentionner, c'est d'une part ses rapports avec la religion et d'autre part ses rapports ou ses relations avec la médecine. Du côté de la religion, vers 1520, Rabelais devient moine, d'abord franciscain, et en fait il va souffrir en tant que moine parce qu'il est passionné de grec et il se fait confisquer ses ouvrages de grec. Toujours est-il que l'on sait qu'il demande au pape de pouvoir changer d'ordre, de devenir bénédictin et que les rapports entre Rabelais et les moines sont troubles. Il y a des critiques des théologiens qu'il appelle parfois les sophistes que l'on trouve dans Gargantua. L'autre point très important, c'est bien évidemment les études de médecine que Rabelais entame à la faculté de Montpellier. On sait qu'au cours d'un cours d'anatomie, il a été un des premiers à opérer des dissections. Et cet enthousiasme pour le corps humain, pour la connaissance des entrailles et des moindres recoins de notre corps humain, on la retrouve bien évidemment dans Gargantua également. Cette biographie est bien évidemment incomplète, elle s'arrête à la publication de Gargantua entre 1534 et 1535, mais vous donne les éléments principaux pour essayer de comprendre votre ouvrage. On passe donc au troisième point, l'analyse des thèmes principaux du roman de Gargantua, mais peut-être qu'on va faire si vous avez manqué le début. Donc si vous avez manqué le début c'est pas vraiment le début, c'est comme dans Star Wars où les épisodes 4, 5 et 6, en fait c'est pas vraiment le début mais ce sont les premiers à être sortis. Eh bien Gargantua c'est pas le début parce que c'est le père de Pantagruel qui était lui le premier roman. Donc avec Gargantua, le deuxième roman de François Rabelais, on évoque le père de Pantagruel qui était donc le héros du premier roman. En fait Gargantua on l'a déjà vu dans Pantagruel puisqu'il lui écrit une lettre contenant des principes d'éducation humaniste. Et ici dans Gargantua, vous le savez sans doute, il y a une lettre aussi de Grangousier, le père de Gargantua. Donc on a une forme de répétition ou de mise en abîme, si vous aimez bien ce mot. Alors toujours si vous avez manqué le début, qui est Gargantua, c'est le fils de Grangousier et de Gargamel. Et l'ouvrage commence bien évidemment par sa généalogie, qui sont ses ancêtres, mais surtout sa naissance. L'action se situe aux alentours de Chinon, comme vous le savez, c'est la région que connaissait Rabelais. Elle se déplace à un moment à Paris, puisque vous l'avez sans doute vu, il se déplace pour faire son éducation à Paris. Il y a même l'épisode du vol des cloches de Paris. Mais il revient à Chinon, rappelé par son père, lorsque la guerre avec Picrochole éclate. Maintenant, si on veut aborder les thèmes qui se déroulent dans Gargantua, dans ce bref résumé. Alors, le premier thème, qui est le plus important pour les séries technologiques qui ont comme parcours les premières STMG, par exemple, qui n'ont que les chapitres 11 à 24 avec le parcours « La bonne éducation », eh bien évidemment, c'est l'éducation humaniste. Qu'est-ce qu'une éducation humaniste ? Eh bien, après Gargantua, vous avez Joachim du Bellay qui écrit par exemple ce poème « Je me ferai savant en la mathématique, en la médecine, etc. » C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un enthousiasme, un appétit de lecture et de savoir qu'on a à l'époque humaniste. Et vous avez sans doute vu que l'éducation d'abord de Gargantua est mauvaise, c'est ce que va dire Ponocrates. Il a d'abord l'éducation de sophiste et puis son alimentation est déréglée, il faut remettre de l'ordre dans tout ça pour respecter la maxime antique « mens sana in corpore sano » de Juvénal, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain, ou encore la maxime qu'on avait déjà dans le premier volume, dans Pantagruel, « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », c'est-à-dire que non seulement il faut remettre de l'ordre physique, de l'ordre dans notre esprit, mais également il faut exercer son intelligence. Donc il n'y a pas simplement à nourrir son corps et son esprit, mais il faut également exercer son intelligence pour sans cesse remettre en question ce que l'on nous apprend, ce qu'il y a sous les apparences. Et le rire est un grand instrument pour cela. Et là, on rejoint le parcours des séries générales, Rire et Savoir, puisque Gargantua, comme dans Pantagruel, nous invite à nous réjouir, à nous demander toujours ce qui se cache sous le rire et comment le rire pourrait être à double, à triple, voire à quadruple fond. N'oublions pas pour ce point bien évidemment qu'à l'époque, Erasme a déjà écrit sur l'éducation des enfants et sur l'institution des princes et que Gargantua est le fils d'un roi. Il s'agit donc ici non seulement d'un traité dans la ligne droite de l'éducation des enfants d'Erasme, mais également de l'institution du prince. Nous avons également à la même époque Machiavel et son prince qui peuvent dialoguer mais de façon tout à fait différente avec cet ouvrage. Si Gargantua est connu, c'est également pour tout son travail sur la langue et de manière très différente, c'est-à-dire qu'il y a un amour pour l'étymologie, donc pour les mots qui viennent du grec, puisque Rabelais aimait étudier le grec. Il y a également un amour pour les néologismes, j'ai dit gargantuesque, pantagruélique, il y en a
beaucoup d'autres. Il y a un amour aussi pour les jeux de mots. Au chapitre 18, par exemple, Janotus de Bragmardo, ce nom de famille, bien évidemment, que Bragmardo nous fait penser au Brakmar, qui a déjà le double sens à l'époque d'épée ou de sexe masculin. Vous avez bien évidemment le nom de Gargantua lui-même, qui est donné par son père Grand Gousier, celui qui a un grand gosier, donc il y a toujours l'idée de beaucoup se nourrir, puisqu'au chapitre 7, son père dit « Quel grand tu as », ce qui a donné Gargantua. Donc vous avez un certain nombre de jeux de mots, des jeux également sur les noms de famille, c'est ce qu'on appelle l'onomastique. Vous pouvez également évoquer au chapitre 27 le jeu de mots entre le service divin, donc pour Dieu, et le service du vin, donc de la boisson. Et vous retrouvez là beaucoup de composantes dans ce jeu de mots, puisqu'il y a la satire religieuse, bien évidemment, c'est l'entrée en scène de Frère Jean des Entomeurs, ce moine très particulier. Et vous retrouvez bien évidemment également le rôle du vin, la quête de la divine bouteille, et même dans le quart-livre, le mot de la bouteille. Vous avez également comme autre thème le jeu avec les références traditionnelles, que ce soit la Bible ou les mythes antiques. L'ouvrage de Gargantua s'entame par une généalogie des aïeux de Gargantua et de Grand Gousier. Ça, c'est typiquement biblique. Vous en avez par exemple entre le chapitre de Caïn et Abel et celui du déluge dans la Genèse, dans la Bible. Il y a également un jeu avec la mythologie, puisque Gargantua naît de l'oreille de sa mère. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est Athéna qui naît de la tête de son père Zeus, Minerve, Jupiter si vous préférez parler en latin, ou alors Dionysos qui naît de la cuisse de son père Zeus. Donc la guerre contre Picrochole, c'est un thème très important bien évidemment, et qui là ne touche que les séries générales, c'est après l'extrait pour les séries technologiques. C'est un thème extrêmement important. Machiavel en parle dans Le Prince de façon tout à fait dénuée de morale. Dans Gargantua, on retrouve plutôt des principes proches d'une quête de pacifisme, c'est-à-dire de lutter contre la guerre expansive, celle qui veut gagner plus de territoire, et simplement ne garder la guerre que quand elle vise à se défendre. On retrouvera ça par exemple chez Fénelon dans les aventures de Télémaque également. Au détour de ces chapitres de réflexion sur la guerre, il y a bien évidemment des chapitres où il faut rire pour penser sérieusement à la guerre. Je pense par exemple à l'épisode où Gargantua se coiffe, où son père Grand Gousier croit qu'il a des poux dans les cheveux et où ce sont en fait des boulets de canon. Donc il y a un jeu avec les proportions. Le lecteur se rappelle que Gargantua est géant et que donc ces boulets de canon font office de poux pour lui. Et puis il y a une réflexion très sérieuse sur l'hygiène pour les humanistes, puisque Ponocrates à ce moment-là dit « Mais non, ne vous en faites pas, je ne l'ai pas emmené dans tel collège où il aurait pu attraper des poux. » Et d'ailleurs, le collège de Montaigu, dont il est question, amène également une satire sociale, puisque certains collèges étaient plus critiqués que d'autres par Rabelais. On voit donc ici qu'à la jonction de la réflexion sur la guerre, du rire, de l'hygiène et de la satire de certains pans de la société se situe un simple épisode où l'on croit que Gargantua avait des poux. Un des autres thèmes évidemment fondamentaux, il apparaît au chapitre 52, là aussi il ne concerne que les séries générales, c'est l'abbaye de Thélème, qui est donc le cadeau que Gargantua fait à Frère Jean des Entomeurs pour l'avoir aidé dans la guerre contre Picrochole, avec cette citation célébrissime « Fais ce que voudras », qui serait donc la maxime de l'abbaye de Thélème. Dans cette utopie, donc, la liberté est là pour mener les actions, mais ce n'est pas une liberté où chacun peut faire ce qu'il souhaite individuellement, c'est la liberté collective puisque les uns les autres font tous la même chose en même temps, on y reviendra plus tard. Et il faut noter que bien évidemment, ce chapitre est influencé par la première utopie écrite en langue anglaise en 1515, c'est Utopia de Thomas More. Le personnage de Frère Jean des Entomeurs, bien évidemment, nous amène à tout ce qui touche à la religion. Et d'ailleurs, ça a été perçu par les contemporains de Rabelais qu'il y avait une attaque contre la religion parfois, en tout cas contre certaines formes de religion, et ce qui a valu de modifier le texte parfois. On peut citer comme citation extrêmement célèbre lors de l'entrée en scène de Frère Jean des Entomeurs, donc on voit que ce moine, s'il en fut jamais depuis que le monde moine en moina de moinerie. Donc c'est ainsi que Frère Jean des Entomeurs est désigné, un vrai moine, s'il en fut jamais depuis que le monde moinant, moina de moinerie. Citation extrêmement célèbre où la répétition du mot moine, qui est dérivé selon ce qu'on appelle un polyptote, c'est la figure où on prend des mots de la même famille du mot pour les dériver, va insister tellement sur le fait qu'il est moine qu'on peut se demander s'il n'y a pas peut-être une petite critique ou une petite satire religieuse qui se cache derrière
cette citation. Enfin, le dernier thème, bien évidemment, c'est ce qu'un grand chercheur qui s'appelle Mikhaïl Bakhtin, russe, donc a mis au jour chez Rabelais, c'est le carnavalesque. Le carnavalesque, ça n'est pas juste une fête selon Mikhaïl Bakhtin, c'est un moment d'inversion temporaire du haut et du bas, du noble et du trivial. Et c'est par exemple ce qu'on le voit à la fin du chapitre 21, lorsque Gargantua, qui est censé être un roi, un futur roi, est mis sur une charrette de bœufs. On voit donc avec cette notion du carnavalesque, pour la série générale, que rire et savoir sont intimement liés. Il ne s'agit pas simplement de rire aux éclats sans avoir une approche philosophique. J'adore rire. C'est ce qu'on appelait à l'époque la fantaisie philosophique. Il y a quelques extraits célèbres qui seront peut-être les textes que vous présenterez au bac. Tout d'abord, quel que soit votre texte à présenter au bac, si vous comptez prendre la dissertation à l'écrit, il faut connaître le prologue. Il a d'ailleurs donné un sujet de dissertation qu'on a pu traiter ici sur Au Futur. Le prologue de l'auteur commence en ces termes. « Buveur très illustre, et vous, vérolé très précieux, car c'est à vous et non à d'autres que sont dédiés mes écrits. Alcibiade, dans le dialogue de Platon intitulé « Le banquet », faisant la louange de son précepteur Socrate, sans conteste, prince des philosophes, le déclara entre autres propos semblables aux silènes. Les silènes étaient jadis de petites boîtes comme celles que nous voyons aujourd'hui dans les boutiques des apothicaires, peintes sur le dessus de figures joyeuses et frivoles telles que harpies, satyres, oisons bridées, lièvres cornus, cannes battées, boucs volants, cerfs harnachés et autres semblables peintures inventées par fantaisie pour inciter le monde à rire. Tout est dit dans ce prologue. Tout d'abord, quel personnage est-ce qu'on retient du banquet de Platon? Celui qui arrive ivre, avec une joueuse d'Olos, Alcibiade, celui qui n'a rien compris à la philosophie, mais celui qui quand même va dire des choses extrêmement importantes sur ce dont il est question dans le banquet de Platon, à savoir la nature d'Eros. Donc c'est Alcibiade, c'est celui qui est ivre, et c'est au buveur très illustre et vous vérolé très précieux que s'adresse Rabelais. Rappelons-nous que Gargantua, lorsqu'il naît, dit « à boire, à boire ». Rappelons-nous qu'il y a la quête de la divine bouteille et que dans le quart-livre, il sera toujours question du mot de la bouteille. Donc on retrouve là vraiment, dans ces deux premières phrases, absolument la quintessence, dirait Rabelais, de son esthétique. Vous avez également, bien évidemment, toute cette sorte d'inventaire gargantuesque d'oisons, harpies, satyres et les oisons, vous devez vous en souvenir parce que dans l'épisode du torche-cul, où Gargantua cherche le meilleur moyen de s'essuyer le postérieur, eh bien c'est un oison qu'il choisira. Cet oison est déjà là dans le prologue. Donc tout est posé. Il s'agit d'un inventaire absolument pantagruélique, gargantuesque, où il y aura de tout, de la fantaisie, de la folie, de l'humour, de l'ivresse, mais où il s'agit de voir ce qu'il y a en dessous de l'apparence de cette boîte de ce silène pour réfléchir quand même très sérieusement à certaines thématiques de l'époque, mais qui sont aussi nos thématiques actuelles. Alors j'en ai parlé, puisqu'on en parle, allons voir ce fameux torche-cul. Donc dans cette édition bilingue, c'est à la page 127, c'est le chapitre 13, comment Grangousier découvrit l'esprit merveilleux de Gargantua grâce à l'invention d'un torche-cul. On voit bien ici qu'on est dans le programme des séries générales et des séries technologiques, donc vous avez tous ce texte à lire, le chapitre 13, où rire, parce que le caca c'est drôle. Le caca c'est délicieux. Mais on dit pas ça dans une copie, on va dire plutôt que c'est un humour scatologique ou que c'est un humour qui convoque le bas corporel. Et c'est à cette occasion-là donc que tous les moyens de s'essuyer le postérieur sont mise en scène, non seulement pour provoquer le rire bien évidemment, c'est encore un ressort comique aujourd'hui, mais également pour réfléchir, nous dit Mikhaïl Bakhtin, le grand chercheur, à cette sorte de descente dans le bas corporel. Ce que prend en charge ici, nous dit Mikhaïl Bakhtin, c'est véritablement la culture populaire, c'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'aller par cette incursion dans le bas corporel vers le peuple, vers ce qui fait rire franchement et vers également une prise en charge philosophique des sujets les plus triviaux. Il y a quelque chose aussi de sérieux dans cela. Un autre extrait célèbre, bien évidemment, c'est la fin de l'extrait des séries technologiques, c'est-à-dire au chapitre 23, l'éducation de Gargantua. Ce qui est important dans le chapitre 23, c'est que c'est le tournant de l'éducation qui va être prise en charge à présent par Ponocrates, c'est-à-dire qui va devenir une véritable éducation humaniste. Il lui donne un rythme d'études. Cependant, l'appétit de Gargantua n'est pas négligé. Vous allez sans doute, les séries générales, étudier la guerre contre Picrocole, cet ancêtre de Poutine, celui qui veut étendre son territoire. Et le personnage le plus important aux côtés de Gargantua, c'est Frère Jean des Entomeurs. Au chapitre 27, il entre en scène
Et là, il y a à la fois le jeu dont on a parlé sur les codes, c'est-à-dire qu'il y a des descriptions quasi chirurgicales des corps qui ressemblent à l'Iliade d'Homère, et en même temps, il y a une sorte de description réjouissante qui convertit le sérieux de l'épopée en catalogue exagéré de blessures. Frère Jean des Entomeurs donc est entré en scène. Aux uns, il écrabouillait la cervelle. Aux autres, il rompait bras et jambes. À d'autres, il démettait les vertèbres cervicales du cou. À d'autres, il démoulait les reins, effondrait le nez, pochait les yeux, fendait les mandibules, enfonçait les dents dans la gueule, émiettait les omoplates, désagrégeait les jambes, déboîtait les ischios, disloquait les os de tous les membres. Vous voyez qu'ici, on retrouve une sorte de plaisir à convoquer tous les éléments de médecine que connaît Rabelais, également une forme d'exagération dans la description chirurgicale de ces blessures infligées pendant la guerre, qui détourne un petit peu le code homérique de l'Iliade des blessures héroïques et qui à la fois amène à rire et à la fois dit tout le sérieux et toute la gravité de la guerre. Les deux sont convoqués ensemble, le rire et en même temps la dénonciation de la brutalité de la guerre. Toujours dans ce chapitre 27, dans la guerre contre Picrocole, on va voir que le rire sert également une forme de satire religieuse. Les uns criaient « Sainte Barbe », d'autres « Saint Georges ». Donc les combattants invoquent des saints connus, d'autres Sainte Nitouche. Sainte Nitouche n'est évidemment pas une sainte, il est fait référence ici à l'expression populaire, une Sainte Nitouche serait quelqu'un qui jouerait à être innocente mais qui ne le serait pas vraiment. Donc là c'est le jeu de mots qui vient s'inviter dans une description qui pourtant parle en riant sérieusement de la guerre, raison pour laquelle votre parcours en série générale c'est le rire et savoir. Dernier point bien évidemment, c'est la fameuse abbaye de Thélème qui est offerte à Frère Jean des Entomeurs en cadeau pour sa participation à la guerre contre Picrocole. Et là encore, il est bien difficile de savoir où se situe le sérieux. Puisque c'est une utopie de liberté idéale où tous, parce qu'ils sont bien nés et bien éduqués, se respectent et agissent selon leur bon vouloir en même temps. Voyons voir le texte. C'est donc le chapitre 57 qui donne le plus les règles de cette utopie de l'abbaye de Thélème, sans doute inspirée en partie de l'Utopia de Thomas More. Par cette liberté, ils rivalisèrent de louables émulations pour faire tous ce qu'ils voyaient plaire à un seul. Ils sont libres parce que la devise c'est « fais ce que voudras ». Si quelqu'un ou quelqu'une disait « buvons », tous buvaient. Si l'un disait « jouons », tous jouaient. Si un autre disait « allons batifoler dans les champs », tous y allaient. Si l'on partait pour une chasse ou une chasse au vol, les dames montaient sur de belles haquenets avec leurs palefrois magnifiquement harnachés, portaient chacune sur leur poing mignonnement, gantaient ou un épervier, ou un faucon lanier, ou un émerillon. Les hommes portaient les autres oiseaux. Il semble bien là qu'il soit question d'une liberté idéale où tous bien nés vont suivre un désir individuel qui peut s'étendre comme miraculeusement au collectif. Sauf que la répétition de si l'un disait buvons, tous buvaient, si l'un disait jouons, tous jouaient, semble là aussi, avec le ton que l'on connaît de Gargantua de Rabelais, pouvoir être interrogé. Qu'est-ce que c'est? Quelle véritable utopie est-ce que cela donnerait à voir? C'est à vous d'exercer votre sens critique, c'est à vous de faire de ce texte une énigme joyeuse pour essayer de l'interpréter selon votre bon vouloir, mais quand même en vous référant au texte et pas à un simple souvenir de cours ou de vidéo. Osez le prendre en charge, il est quand même amusant.